Salut, c'est Vince. Bienvenue sur Histoire de vinyle. Alors, la saison ne se prête pas vraiment, effectivement, au visionnage de vidéos, en particulier d'un Gus en train de s'agiter avec des pochettes de vinyle. Je pense que tout le monde est en train de penser vacances, soleil, repos, bref, plage éventuellement, montagne, randonnée, enfin bref. Comme vous occupez et comme chacun occupe éventuellement ses vacances, donc je me suis dit, c'est peut-être l'occasion, puisque vous risquez d'être plutôt en comité extrêmement restreint de personnes intéressées à visionner cette vidéo. Je me suis dit, je vais me faire plaisir. Je vais me faire plaisir. J'ai fait ça en deux parties, parce que je distingue personnellement, très clairement, une première partie. Disons 1965-66 jusqu'à 1972, et puis après c'est une autre histoire pour le Captain Beefheart. Effectivement, il va partir plutôt solo avec le Frank Zappa sur des tournées concerts aux États-Unis et en Europe, et puis petit à petit il va bien sûr reformer le Magic Band pour trois derniers albums absolument sublimes, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Cette vidéo, c'est le tout début. Alors, comme vous le savez, depuis que je vous présente, en particulier dans la playlist Un jour, un groupe, je ne suis pas compétent du tout pour retracer l'histoire, effectivement, des différents musiciens ou des différents groupes que je vous ai présentés. Je puise dans tout un tas de sources, et puis j'essaie d'en dire quand même un minimum pour pas trop dire justement de bêtises. Donc pour le Captain Beefheart, pour ceux qui voudraient en savoir plus et aller beaucoup plus loin, je vous conseille le bouquin que je vous mets en incrustation de Benoît Delaune, Captain Beefheart and His Magic Band. Voilà, là si vous voulez vraiment tout savoir, aller en profondeur sur l'histoire de Don Van Vliet, eh bien, bref, je vais essayer plutôt de vous parler des albums. Allez, j'ai pris trop de temps. Don Van Vliet, aka Captain Beefheart, californien, a priori très très tôt découvert comme un artiste, dans son plus jeune âge, à partir de 5, 6, 7, 8 ans, jusqu'à 13, 14 ans. Bref, peintre, sculpteur, il est repéré par ses profs d'art au collège, au lycée, bref. Et puis ses parents vont migrer dans le désert du Mojave, en Californie, et à Lancaster, près d'une base aérienne, je crois. Et c'est là qu'il va rencontrer Frank Zappa, et c'est là qu'il va se mettre à la musique. Il va rencontrer tout un tas de musiciens, bien sûr. Il ne va jamais perdre de vue son intérêt pour les arts plastiques, en particulier la peinture. Et bien sûr, j'y reviendrai, mais très très rapidement. Donc très très vite, non pas avec le Frank Zappa, mais avec d'autres musiciens. Effectivement, c'est un petit peu la difficulté, c'est de se souvenir des noms des musiciens, sachant qu'ils vont être là, puis partir, puis revenir, puis avoir des pseudos qui leur seront donnés par le Captain Beefheart. Bref, de suivre tout ça, c'est un petit peu difficile. Je vais essayer de m'en sortir le mieux que je peux. Le premier groupe, dirons-nous, qui va faire ses premiers enregistrements, et j'y viens tout de suite, dans lesquels il y a Jerry Handley, qui est un bassiste, qui va revenir. Il y a un certain Alex Snowfer, qui en fait est Alex Sinclair, ou inversement, qui lui aussi reviendra à différents moments de l'histoire du Magic Band. Et puis il y a Doug Moon, et le batteur dans la première incarnation du Magic Band, qui est un certain Blake Lee, son prénom m'échappe, vous me pardonnerez. Ils vont signer très vite, c'est en 66, un contrat avec A&M Records. Ils commencent à s'intéresser au groupe de rock, et pour 2,45 tours. Autrement dit, à l'époque, les 2,45 tours, sauf localement, ils ont, passent totalement inaperçus. Ça paraît évident. Bon, heureusement. Eh bien, ces 45 tours, ces 2,45 tours plus un inédit, vont être proposés en réédition par A&M Records sous le nom de Legendary Sessions Captain Beefheart and His Magic Band. Vous avez 5 titres relativement courts sur cet album, qui est un très bon album par ailleurs. Et vous allez donc les différents musiciens que je vous ai donnés, et dont bien sûr le Captain Beefheart.
Alors le Captain Beefheart, il a cette particularité quand même d'avoir un spectre vocal extrêmement large, extrêmement étendu. C'est-à-dire à peu près, si vous voulez, en termes d'octave, hein, entre le contre-ténor et puis le baryton. C'est-à-dire c'est quand même très très large. Et c'est ce qui fait un petit peu aussi l'intérêt du Captain Beefheart, c'est qu'il peut moduler et donner beaucoup de sensibilité, d'expression à ce qu'il chante en raison de cette étendue. Et bien cette gamme, ce spectre vocal, on commence à l'entendre sur cet album où ils font un petit succès local qui est Didi Wa Didi, qui est une reprise de Body Lay. Et ça va me permettre tout de suite de dire, qui sera donc un petit succès, qui me permet de dire que parmi les racines et les influences musicales du Captain Beefheart et de ses musiciens, et bien tout d'abord c'est le blues. Et puis le jazz. Il est très influencé, le Captain Beefheart, il a beaucoup écouté Cecil Taylor par exemple, hein, vous êtes dans l'avant-garde du jazz, bien sûr Thelonious Monk, John Coltrane, et puis plein d'autres. Voilà, ça vous situe un petit peu le personnage. Donc, un enregistrement qui n'est sorti qu'en 1984 et qui mérite d'être bien entendu tout à fait redécouvert. Autre chose, pour découvrir un petit peu les premiers temps du Captain Beefheart et de son Magic Band, j'ai déjà montré ces vinyles, ces doubles vinyles, qui sont pour moi, pour tout amateur du Captain Beefheart, peut-être que j'en aurais convaincu certains d'entre vous après le visionnage de la vidéo, c'est les volumes Growthins qui sont sortis en 1999, enfin les deux premiers volumes plus un troisième volume qui est sorti en 2000. Et ici, le premier, le volume 1, permet justement d'entendre des démos des premiers temps, 1966, du Captain Beefheart and his Magic Band, plus des concerts, en particulier à l'Avalon Ballroom. Donc c'est un document. C'est un document, et beaucoup des choses que je vous dis, que je vais vous dire, dépendamment du bouquin de Delone, c'est ce qu'il y a dans le livret de ces doubles albums, qui sont des témoignages recueillis par le batteur qui est resté le plus longtemps, qui a supporté, dirons-nous, le plus longtemps le Captain Beefheart, qui est John French. Donc, tout à fait indispensable, avec un petit livret, un petit poster, une gravure exceptionnelle, et ça permet d'avoir des inédits, d'écouter des inédits ou des premières versions de morceaux qui vont apparaître sur le premier album, bien entendu, du Captain Beefheart and his Magic Band. Je vous conseille en particulier Obea Man, donc qui n'apparaîtra jamais nulle part, qui est assez excellent, qui pose les bases de la musique du Captain Beefheart, et qui, alors sur le premier album, Safe as Milk, donc là ils avaient signé sur A&M Records, mais finalement A&M Records, quand ils leur ont fait écouter, quand le Captain Beefheart a fait écouter les premières démos pour l'album Safe as Milk, ils se sont dit non, ça c'est pas pour nous. Non, ça va un petit peu trop loin. Donc ils vont être signés, bien sûr, par un autre label qui sera Buddha Records. C'est parti, Safe as Milk, qui va passer quasiment inaperçu au moment de sa sortie, en dépit d'un petit succès qui est sur l'album. Alors, vous avez les différentes pochettes, bien entendu. La pochette US ressemble à ça, sachant que ça, c'est une réédition de 1970, donc sur Buddha Records. Donc des titres assez courts. Donc vous avez Alex Sinclair, vous avez Ry Cooder, vous avez John French, ça y est, le batteur qui va rester le plus longtemps, qui aura le surnom de Drumbo, sur cet album, qui est absolument formidable, avec un titre, je vous ai dit, qui va avoir un petit succès, c'est Electricity, et puis ça vaut aussi quand même pour le premier titre de la première phase, qui est Sure, je vais le prononcer correctement, Sure Enough and Yes, I Do. Voilà. Avec une intro, effectivement, la slide guitare de Ry Cooder, qui est plutôt pas piqué des hannetons. Bref, super. En France, eh bien, il y aura une petite... la première édition officielle du premier album de Safe as Milk va sortir en 1970. Alors je vous la montre parce que bon, c'est une curiosité, et ça va permettre de faire avancer un petit peu l'histoire. Vous allez comprendre. Sachant que après l'enregistrement de Safe as Milk, Ry Cooder s'en va. Il les considère comme des amateurs en quelque sorte. Il n'apprécie pas les tournées, c'est-à-dire de prendre l'avion, etc. Et en plus,
lors d'un des premiers concerts que donne le Captain Beefheart après la sortie de Safe as Milk, ça se passe en Californie, et bien le père Beefheart, au bout d'un titre, il sort de paniquer de la scène et il les plante là sur scène. Bon, a priori, il aurait eu une espèce d'hallucination. Il faut savoir qu'à ce moment-là, 66, 67, 68, le Captain Beefheart, il consomme beaucoup de petites pilules de LSD. Bref, ils vont pas se démonter. Buddha Records les vire, en quelque sorte, et puis vous avez un producteur qui va fonder sa propre maison de disques, qui sera Blue Thumb. C'est Strictly Personal qui sort en 1968. Donc là, ce que je vous montre, hein, je vous le dis quand il s'agit de réédition, ça c'est le pressage effectivement original, où vous avez les références discrètes et masquées au LSD, à l'acide lysergique. Bah, déjà les petits timbres. Ah oui, parce que ça se diffusait sous cette forme-là. Et puis le label Blue Thumb, c'est-à-dire le petit pouce, l'empreinte du pouce, bleu. Bleu, c'est la couleur d'une certaine variété de LSD. Alors, il faut que Vince nous raconte, c'est pas un cours sur les drogues psychotroques. Ok, psychotroques, tiens, pas mal. Alors, super. Alors, ce que je regrette ici avec cet album, alors encore une fois, moi je vais pas réécouter les rééditions, les remasterisations de ces albums. C'est la production, je la trouve un peu faiblarde, mais sinon, quel album extraordinaire. Puis surtout que pendant les sessions d'enregistrement du Strictly Personal, il y a d'autres titres quasiment en condition du live en studio qui vont être enregistrés, c'est dans des versions beaucoup plus longues. Hein. Ici, vous avez Candy Corn, par exemple, voilà, qui va apparaître sur un enregistrement plus tardif que je vais reprendre tout de suite. Tout est absolument formidable et vous avez la musique du Captain Beefheart, de ce qui va venir dans les prochaines années est là. C'est-à-dire une musique influencée par le blues, qui peut être extrêmement syncopée, avec des musiciens brillants. Donc c'est un blues, un rock décortiqué, déconstruit, et puis des paroles qui sont pas du surréalisme, qui sont proches de la poésie dada, c'est-à-dire une espèce de côté un petit peu absurde, le sens n'est pas tout à fait très clair. Je pense que comprendre que ça avait pu déconcerter les auditeurs de cet album, en fait, la plupart des albums du Captain Beefheart, les premiers n'ont jamais été classés dans le Billboard des États-Unis. Donc, bref, il n'en demeure pas moins que c'est un album tout à fait indispensable. Je vous ai dit, pendant les sessions d'enregistrement de l'album, ils vont à un moment donné effectivement donner libre cours à leur inspiration, à leur expérimentation. C'est un petit peu l'époque qui veut ça. Hein, et donc ils vont enregistrer des versions très très longues de plusieurs morceaux, dont bien sûr Candy Corn, mais aussi d'autres titres tels que Tarred Plain. Et Buddha Records, de ces sessions de 1967-68, eh bien, Buddha Records ne les ressortira qu'en 1971 sur un album, c'est pour ça que je le mets maintenant, je ne respecte pas la chronologie de sortie des vinyles. C'est Mirror Man, bien sûr, il y a le fameux titre Mirror Man. Alors il faut savoir que les musiciens qui sont représentés ici, ce ne sont pas ceux qui ont joué sur les fameuses sessions que vous entendez sur l'album, qui est très très long pour l'époque, où la production, peut-être en raison de cette longueur, ou la gravure, je ne sais pas, n'est pas toujours parfaite, mais pour moi, c'est la quintessence, c'est du pur bonheur à écouter ces 4 titres très très longs, plus de 54 minutes, hein, l'album, une pure merveille. En tout cas, voilà. L'aventure va se terminer avec Blue Thumb, ça s'est terminé aussi avec Buddha Records. Bref, ils sont en recherche de maison de disques, et c'est Zappa, le fameux Zappa, le copain, qui avait été rencontré en 64-65 à Lancaster, dans le désert du Mojave, qui va venir un petit peu à la rescousse du Captain Beefheart, et Captain Beefheart va s'enfermer avec des musiciens dans une espèce de maison, manoir, où ils vont répéter pendant plusieurs mois. Hein, donc, Strictly Personal, c'est 1968.
pour un album qui va faire date. Donc là, quels sont les musiciens? Il y a toujours Jeff Cotton. Jeff Cotton qui s'appelle ici Anthony Jimmy Simmons. Je lis parce que pour pas dire de bêtises. Vous avez un nouveau guitariste qui est arrivé, donc celui dont je parlais tout à l'heure avec erreur, c'était Bill Harkerroad. Ça y est, il arrive bien et il va rester pendant un petit moment. Lui, son surnom c'est Zoot Horn Rollo. Vous avez Rocket Morton à la basse qui est Mark Boston de son vrai nom, et puis The Mascara Snake qui est Victor Hayden qui va jouer du saxophone sur l'album. Un musicien qui n'apparaît pas, alors qu'il est bel et bien là, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, c'est John French le batteur. Il n'y a pas de batteur listé parmi les musiciens. Bon, vous connaissez bien sûr cet album Trout Mass Replica, sorti en 1969 sur le label Straight. C'est un monument incontournable. Les conditions d'enregistrement ont été particulièrement difficiles parce que le Captain Beefheart, a priori, il exerçait une influence de dictateur. Les musiciens étaient quasiment séquestrés. Dans le livret du Grove Inns, John French eh bien, se souvient que plusieurs des musiciens parfois se sont enfuis, comme Jeff Cotton, qui faisait le mur, quoi, parce qu'ils n'en pouvaient plus. En plus, il répétait des heures et des heures et des heures chaque jour, et le Captain Beefheart, lui, n'émergeait de ces nuages lysergiques que, voilà, une fois de temps en temps, et surtout, il imposait, et ça s'entend, sur quelques interludes sur l'album, c'est-à-dire qu'il commande, il dit, voilà, tu dis ça, non, ça va pas, tu recommences, machin, truc, bidule, avec tous les musiciens. Et ça s'est passé comme ça pendant la préparation de l'album, et y compris pendant l'enregistrement de l'album, sachant que l'enregistrement de l'album, a priori, d'après ce que j'ai lu dans les liner notes, s'est fait en 4h30. L'album, lui, a été composé, non pas, comme dit la légende, en 8h30 par le Captain Beefheart, non, ça a pris des semaines et des semaines, voire des mois, mais par contre, l'enregistrement, lui, il a été très très rapide. Alors, pour découvrir la gestation, pour ceux qui s'attaquent. Les morceaux ici sont très très courts par contre. C'est une succession de morceaux qui font rarement plus de 3 minutes. Donc, mais c'est un univers, vous avez toute la magie, la magie du Magic Band, original le hit. Bon. C'est-à-dire cette musique qui est maîtrisée complètement par les musiciens, donc qui est chaloupée, un blues, voilà, déconstruit, et puis les paroles et la voix, bien entendu, tout à fait sidérante du Captain Beefheart. Ça vous plonge dans un univers qui est effectivement pas toujours facile d'accès, c'est certain. Disons que sur les albums que je viens de vous présenter, celui qui est le plus facile d'accès, c'est sans aucun doute, hein, de façon officielle, c'est Safe as Milk, le premier de 67. Alors, je vous disais, pour appréhender justement les conditions d'enregistrement et la gestation dans le studio de l'album, plus quelques enregistrements comme ça, vous avez le Grove Inns Volume 2 qui est consacré entièrement au Trout Mask Replica. Donc là, c'est une mine avec des titres inédits, avec des enregistrements qui sont pas identifiés comme étant des titres de l'album. Voilà. Je pense que ça concernera plus les vrais fans du Captain Beefheart, mais c'est un vrai témoignage quant aux enregistrements et la préparation de cet album qui maintenant est considéré comme un des monuments de l'histoire du rock, donc qui mérite donc d'être peut-être écouté. Bref, je vous ai parlé des influences. Je vous ai parlé des influences plutôt récentes. J'y reviendrai, hein, Tom Waits, etc., et puis d'autres. Mais du vivant, enfin de la période d'activité du Magic Band. Ben moi, tout de suite, et ça m'a donné l'occasion de le réécouter, j'ai pensé à l'Edgar Broughton Band. Alors je vous le sors vite fait, en particulier alors les 3 premiers albums de l'Edgar Broughton Band sont absolument superbes. Le premier en particulier, vous avez un titre qui est Death of an Electric Citizen, c'est du Captain Beefheart. Y compris presque dans l'imitation de la voix. Donc évidemment, dès la sortie de ces albums, il y a des groupes qui vont revendiquer l'influence du Captain Beefheart. Donc là, le groupe anglais d'Edgar Broughton Band, des 2 frères Broughton, qui est, voilà, les 3 premiers albums sont
découvrir. Absolument. Donc je digresse, mais voilà. Les sessions d'enregistrement, et puis en plus l'expérience de l'enregistrement du Trout Mask Replica, clairement, ont laissé des traces. Les musiciens voilà, difficile. La dictature, l'autoritarisme du Captain Beefheart, et puis surtout, parfois, ses absences. Il est incapable de retenir les paroles de ce qu'il écrit. Et John French le dit, il est obligé de noter les paroles de ses chansons et parfois de les lui redire pour qu'il s'en souvienne. Enfin bref. Jeff Cotton s'en va, il va aller rejoindre Merel Frankhauser au sein d'un groupe que j'ai déjà évoqué, qui est absolument magnifique, qui est Mu. Donc ils vont commencer en Californie puis terminer leur histoire à Hawaï. Je l'ai déjà évoqué, je vous mets en incrustation le premier album. Donc Jeff Cotton s'en va, en fait il y en a quand même quelques-uns qui s'en vont. John French, il est viré pendant les... D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais sur la pochette et les photos de pochette de Trout Mask Replica, y compris dans les photos de Grow Things, donc ces volumes qui sont parus en 99, John French n'est pas pris en photo. Ça veut dire que les photos ont été prises après que le batteur donc, a été viré par le Captain Beefheart. Donc il va être remplacé par notre batteur qui va partir très vite. John French va revenir pour l'album suivant finalement. Enfin bref, il en veut pas trop au Captain Beefheart. Et c'est un album qui est tout à fait dans la continuité du Trout Mask Replica, mais peut-être plus abordable. Alors cet album c'est Lick My Dickles Off, donc qui sort en 1970, toujours sur Straight Reprise Records. Qui est dans la continuité complètement du Trout Mask Replica, plus abordable, un album absolument fantastique, donc que je vous invite vivement à découvrir. Encore une fois, c'est peut-être pas la meilleure porte d'accès au Captain Beefheart and His Magic Band, mais si vous avez aimé Trout Mask Replica, vous avez forcément aimé Lick My Dickles Off. Super. 1970. Il y a un petit blanc. Alors, il faut savoir que le Captain Beefheart, il va rentrer en studio avec Frank Zappa pour son album Hot Rats en 1970. Il va chanter sur le titre Willie the Pimp. Et puis, avec tous ces mouvements divers et variés de musiciens, Zoot Horn Rollo, donc Bill Harper-Road est toujours là. Ils vont enregistrer, qui va sortir en 1972. Je pense que c'est l'album qui est la deuxième porte d'entrée au Captain Beefheart and His Magic Band, sans aucun doute. C'est The Spotlight Kid, donc 1972, avec les titres qui vont être repris. Et donc vous avez des vidéos sur YouTube sans aucune difficulté. I'm Gonna Boogerize You Baby, superbe ballade presque du Captain Beefheart, With Jam, Blabber Smoke, When It Blows It Stacks, bref. Alice in Blumberland, qui est très zappaesque, effectivement avec le musicien qu'il se fait appeler, que Beefheart appelle Winged Eel Fingerling, qui est en fait un ancien guitariste des Mothers of Invention, et en fait cet instrumental, Alice in Blumberland, c'est du zappa. Voilà. Et ensuite, sur la deuxième phase, The Spotlight Kid, et puis surtout Click Clack, qui est un blues chaloupé, vous avez envie de danser. Bref, c'est pourquoi je vous dis, beaucoup des titres d'ailleurs sont très rythmés, et bien sûr avec la voix toujours extraordinaire, et les paroles. Cette fois-ci, les paroles d'ailleurs, parfois plutôt, par exemple les paroles de Spotlight Kid, on a l'impression qu'enfin il commence à raconter une histoire, compréhensible, et bref. Super. Spotlight Kid. Je vous ai dit que je faisais 66, 72. Il y a un dernier album qui sort en 1972, qui est tout à fait dans la continuité de Spotlight Kid. Alors je ne vais pas vous le sortir parce que la pochette en plastique transparent sur celui-ci, elle est un petit peu fatiguée. Bref, je ne le sors que quand je l'écoute. Donc c'est Clear Spots qui sort lui aussi fin 1972, qui est complètement dans la continuité
de l'album précédent, qui est une pure merveille. Donc vous avez encore John French, le fidèle John French qui est toujours là, Doug Moon qui est revenu, qui apparaissait sur un titre d'ailleurs du China Girl, du Trout Mass Replica, et qui faisait partie des A&M Sessions, hein, donc 1966. Bref, superbe album. Voilà pour Clear Spot, tout à fait dans la continuité, donc je l'ai déjà dit, de The Spotlight Kid. Volume 1 consacré au Captain Beefheart and his Magic Band. Effectivement, ensuite il aura une deuxième partie de carrière, il va tourner, je l'ai dit, avec le Frank Zappa. Et sa carrière va se prolonger jusqu'en 1982, où là il décide d'arrêter et de se consacrer à l'art, et en particulier à la peinture, hein, sur plusieurs de ses pochettes. Effectivement, vous avez souvent des exemples de la production artistique, d'ailleurs qui va atteindre une vraie réputation, une vraie renommée, un vrai crédit auprès des critiques d'art aux États-Unis dans les années 80, 90 et 2000, sachant que bien sûr le Captain s'éteint en 2010. Voilà, Vince, it's me, cares about you. Bon été.